Hello! Les balades d'Isa, ce sont des coups de cœur, des océans de curiosité pour des personnes comme les autres, c'est-à-dire comme vous, avec une richesse de cœur peu dévoilée et une panoplie de talents. Ce podcast est le premier d'une rencontre à écouter en plusieurs parties. Vous êtes avec la chorégraphe et claquettiste Soraya Benak de Bordeaux. Ambiance Tap Dance. La dernière création de Soraya Benak s'appelle Tap Spirit. Bonjour Soraya Benak. Bonjour Isabelle Wagner. Soraya, dans cet épisode, le tout premier, on va plonger chacun de vous dans ce monde des claquettes. Mais avant de parler vraiment du son, on va parler de neutralité dans cet épisode. On va faire des bonds en arrière aussi. Et puis on va essayer de retrouver l'enfant qui est en vous, Soraya. D'accord, essayons. L'enfant qui a découvert les claquettes. Tout à fait. Tap Spirit, c'est la toute dernière création de Soraya Benak. Tap Spirit, spirituel. Spirituel et l'esprit aussi, dans l'esprit des claquettes. Qu'est-ce qu'on peut dire avec nos pieds ? On parle de neutralité, c'est-à-dire à la fois neutralité, nous, notre propre personne, nous sommes nés de quoi ? Du son du cœur. On a commencé par ça, donc c'est partir de notre propre battement de cœur et nos propres mouvements, ce qu'ils vont dire, et les sons qu'ils vont dire. Et c'est relié à l'histoire, effectivement, du tap dance, puisque le tap dance est né avec les esclaves aux États-Unis, principalement, et qui ont commencé à communiquer entre eux en faisant du son, soit avec les pieds, soit avec les mains, parce qu'ils ne pouvaient pas parler, donc c'était leur moyen à eux de communiquer. Et donc, pour faire une passerelle avec Tap Spirit, dans Tap Spirit, l'idée, c'est de partir de quelque chose de neutre, effectivement, comme si on était une propre individualité, une entité seule, qui, avec son propre battement de cœur, qu'est-ce que nous, on va explorer en sortant du ventre de sa maman, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on va explorer juste avec le son de notre cœur, notre corps aussi. Et en parallèle avec l'histoire des claquettes, puisque au départ, c'était ce moyen de communiquer, c'était le corps et les sons. Quand tu as construit ce spectacle, tu as pensé à tout ça dès le départ ou c'est arrivé petit à petit en écrivant le scénario ? Tu as pensé au battement du cœur ? Finalement, au départ, j'ai pas pensé à l'histoire des claquettes. J'ai pensé au battement du cœur et à cette histoire de spirale. L'idée, c'est parti d'une spirale. Le regard sur une spirale, qu'est-ce que c'est ? C'est un point fixe, c'est ce qui tourne autour. Cette espèce de fil qui tourne autour. Et donc, notre propre construction, c'est un peu ça, à chacun. Comment nous sommes, c'est ça. C'est une spirale pour moi. Et c'est partir de ce point, donc de cette neutralité, et aller explorer petit à petit, faire grandir notre propre personne et donc notre propre langage qui ici se transmet avec le son et après les claquettes. Donc ça va progressivement. Donc pour répondre à la question vraiment, je n'ai pas pensé à l'histoire des claquettes. Par contre, après avoir monté le spectacle, j'ai réalisé que c'était un peu l'histoire des claquettes. Donc c'est assez rigolo le parallèle. Alors la spirale, ça a une notion d'infini aussi. Ça a une notion d'infini et ça a une notion aussi de complémentarité, de dualité, l'avant, l'après, la progression. Et il y a quelque chose, le mouvement, exactement, la circularité. Et effectivement, dans le spectacle, il y a cette notion de circularité, de dualité, de complémentarité qui va crescendo durant le spectacle. Donc, ça part d'un point fixe et petit à petit, qu'est-ce qui nous connecte déjà à nous et qu'est-ce qui nous connecte les uns les autres à travers le son, le mouvement, l'expression, l'énergie. Qu'est-ce que notre propre énergie, elle dégage et comment elle se marie ou pas. Parce que ça peut ne pas se marier avec d'autres personnes, etc. Et c'est tout ce crescendo qui va. Et ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette notion d'infini, contrairement au cercle qui est quelque chose d'assez fermé et finalement qui est un peu cloisonnant. Voilà.
Voilà, pour le départ du spectacle, ça part de ça. J'ai l'impression qu'on est totalement à poil, en fait, hein. Et que... dans tous les sens du terme. Spirituellement, peut-être. Physiquement, on n'est pas sur scène. Oui, mais enfin, vous êtes quand même pieds nus au début du spectacle. Il faut expliquer pourquoi, Soraya. Exactement, c'est un pied de nez que j'ai voulu faire parce que déjà, quand on va voir un spectacle, on s'attend déjà à un spectacle de claquettes, c'est-à-dire avec des chaussures à claquettes. Et moi, comme je suis un peu coquine, je dirais, j'ai voulu ne pas commencer le spectacle ainsi, afin qu'on soit plus attentif à ce que le son peut dire tout seul sans les chaussures. Donc, effectivement, au début, c'est la progression du son qui évolue sans les claquettes aux pieds. Donc, le premier tableau, effectivement, qui s'appelle donc Neutralité, nous n'avons pas les claquettes aux pieds. Et ça, c'est pareil, c'est en lien avec l'histoire des claquettes aux États-Unis, puisque au départ, les esclaves n'avaient forcément pas de claquettes, ça n'existait pas. Ils étaient pieds nus au départ, et donc ils communiquaient soit dans les champs de coton, soit sur les bateaux, enfin, selon où ils étaient. C'était leur façon de communiquer et d'exprimer soit leurs sentiments, soit des codes pour se dire j'ai caché ça là, des petits codes pour pas que les maîtres comprennent ce qu'ils disaient. Et voilà, il y avait plein de formules différentes, d'où cette exploration autour du rythme. On peut faire un parallèle avec le Maloya, qui s'est développé aussi sur les bateaux et notamment à l'île de la Réunion. On cause Maloya. Ça a été interdit pendant de nombreuses années d'ailleurs, le Maloya, parce que c'était aussi un langage codé avec du son des bateaux jusqu'à la terre de l'île de la Réunion. On communiquait de cette façon-là. Donc en fait, comme on parle aussi d'esclavage, on revient à cette notion de communication codée. Bon, évidemment, c'est plus joli que le morse, mais c'est un côté plaintif, et on verra d'ailleurs dans cette série ce côté plaintif. On va en parler très largement avec la notion de blues. Moi, je voulais juste revenir sur la notion de pieds nus, parce que être pieds nus, c'est pas rien non plus, parce que là, on a vu avec cette notion qui est de souffrance en fait, hein. On est pieds nus sur un bateau, on arrive, mais la notion d'être pieds nus aussi sur terre, c'est sentir aussi les vibrations de la terre, c'est sentir qu'on est vivant. Ça, on va peut-être le retrouver aussi dans Tap Spirit. On le trouve tout à fait, parce que il est en plus, c'est très juste ce que tu dis, Isabelle, parce qu'en plus c'est connecté. Le premier tableau, nous avons la danse africaine qui est connectée avec le tap dance. Donc en lien, on essaye de faire une passerelle de ces deux univers, et entre ces deux univers, pardon. Et donc, du coup, c'est vraiment ça, puisque la danse africaine, c'est l'ancrage dans le sol. Donc, il y a un vrai parallèle entre l'ancrage dans le sol de ces deux danses, en tout cas. Ouais. Et donc, bien lié avec l'histoire des claquettes. Donc, les claquettes, la notion des claquettes, ça commence comme ça, avec les pieds nus. Probablement. Après, ce qui est intéressant par rapport à comment ça a évolué, c'est que, contrairement au Maloya, où ça a été interdit, les maîtres, il y a des maîtres qui ont été surpris de ce qu'ils pouvaient faire, et donc les ont utilisés après, du coup, pour leur propre amusement. Juste, quand on parle de pieds nus, quand on parle de battement de cœur, quand on parle d'un enfant qui arrive, qui sort du ventre de sa maman et qui arrive dans cette vie, dans cette société, on pense aussi, toi, petite fille, Soraya, parce que ta maman aussi était prof de claquettes. C'est ça, et qui elle-même a hérité de son frère qui était danseur à l'époque en Algérie. Donc c'est génétique chez vous, les claquettes ? Tout à fait. Et puis encore plus mon grand-père qui avait un orchestre de percussion. Donc sur la percussion, clairement, je pense que dans la famille, il y a une hérédité claire et nette. Come on, guys. Moi, je sais que t'aimes pas trop parler de toi. Ça dépend. Mais là, on va quand même ouvrir la petite fenêtre sur l'enfance. On va retrouver la petite Soraya qui évolue dans ce monde des claquettes. Pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel, puisque ma maman a évolué dans ce milieu-là, et que moi, je suis née dans ce milieu-là. Donc, dès petite, je sillonnais entre de grands musiciens de jazz, de grands claquettistes, de grands danseurs. Ça a été un peu mon univers
pendant très longtemps, jusqu'à, je dirais, mon adolescence. Et puis là, j'ai eu le déclic quand j'ai vu le film Tap Dance. Parce qu'en fait, je ne pense pas que je m'étais dit que je ferais de la danse ou des claquettes plus tard. Je faisais ça comme un amusement, par plaisir, parce que pour moi, j'ai toujours pris du plaisir. Et puis, j'avais des amis avec qui je dansais. Et ce partage-là me plaisait beaucoup avec mes amis aussi. Et ces musiciens, ces danseurs que je rencontrais m'apportaient, mais je m'en rends compte que même non, une richesse qui est toujours existante en moi. Et donc ça, c'est très précieux à mes yeux. Et donc à l'adolescence, vers 13-14 ans, il y a un film, à mes 13-14 ans, il y a un film qui s'appelle Tap Dance, selon s'il est écrit en français ou en anglais, qui est sorti. Et pour moi, ça a été la révélation de ce vers quoi je voulais aller en faisant des claquettes, c'est-à-dire du rhythm and tap, c'est-à-dire pas forcément ce que faisaient Fred Astaire et Gene Kelly, qui était magnifique, et je ne critique pas du tout, loin de là, tout ce qu'ils font, mais c'était moins ma sensibilité. Je parle en termes de sensibilité. Eux, c'est vraiment allié avec le côté dansé et moins axé sur le côté musical des claquettes. Eux, ils alliaient les deux, tandis que dans le rhythm and tap, c'est vraiment les claquettes comme un instrument de percussion. Et donc là, quand j'ai vu ce film où sont les plus grands claquettistes qui existaient, Jimmy Slide, Sammy Davis Jr., Sandman Sims, les Nicholas Brothers, voilà, il y en a encore. Et notamment Gregory Hines, qui est la star du film, et Savion Glover, tout jeune à l'époque, qui est maintenant une star des claquettes, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que lui, il a su garder l'essence propre des claquettes et la transmettre avec sa façon et sa jeunesse, qui est qu'il a développé autour du hip-hop les claquettes. Voilà. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, parce qu'ils font bien le parallèle entre l'ancienne génération et la nouvelle dans le film, donc c'est très intéressant, parce qu'on comprend que c'est pas stigmatisé à un style. Ça peut être évolutif, les claquettes. Et c'est ça qui est génial, d'ailleurs. Et donc, ce film-là m'a fait dire, il faut que j'aille voir ces gens aux États-Unis, il faut que j'aille, parce qu'ils étaient encore vivants à l'époque, il faut que j'aille, pour certains, il faut que j'aille voir, travailler avec eux, les rencontrer. Enfin, voilà. Ça, c'était mon objectif de mes 14-15 ans, que j'ai pu assouvir quand j'ai eu 19 ans, puisque c'est ce que j'ai fait. Et quand je t'écoute parler, j'ai l'impression, tu sais, que petite fille, tu vivais les claquettes de manière très naturelle, tu étais dans une ambiance, et un jour, tu dis, tu as eu la révélation. Ça, si on veut trouver une image, ça me fait penser, tu sais, aux petites fleurs qui poussent, qu'on arrose, qu'on regarde pousser petit à petit. Tout d'un coup, hop, la fleur s'éclot, trouve la lumière, et elle s'ouvre au monde et elle vit pleinement. Mais c'est assez juste. Mais après, c'est ma façon d'être aussi. C'est-à-dire que je pense que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver et que ça vient progressivement. Je ne crois pas, malgré l'actualité et tout ce qu'on sait sur Internet, l'instant T, je ne crois pas à ça. Parce que je crois que ce n'est qu'éphémère. Par contre, ce qui nous construit, c'est vraiment cette progression qui va crescendo, et d'où Tap Spirit, parce que voilà, c'est l'histoire de cette progression du son, du corps de nos personnes, nos individualités, complémentarité, dualité, c'est toute cette histoire. C'est insoupçonné. Parfois, tout à fait. Et du coup, de pas trop intellectualiser la chose, c'est intéressant aussi, parce que ça permet aussi de laisser aller un peu, d'aller travailler sur le lâcher-prise. Ce fameux lâcher-prise dont on a besoin en faisant des claquettes également. Ouais. Je suis d'accord, Isabelle, tout à fait, je confirme. Quand on parle de son, quand on parle de tout ce qu'on vient de dire à l'instant, moi, on revient finalement à cet état fœtal. C'est-à-dire que quand on est dans le liquide fœtal, dans le liquide enfin je sais pas comment on dit ce liquide, le liquide amniotique de sa maman, le son arrive et ça nous donne des vibrations. Donc forcément, ces vibrations-là, on va les retrouver aussi. On va retrouver cette sensation peut-être un peu secrète, une sensation qu'on va pas tout de suite comprendre par le son qui va arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que les gens à qui j'essaie de transmettre les claquettes, souvent, ils ont comme une petite révélation, souvent.
parce que sûrement que c'est lié à ça. C'est-à-dire on va aller inconsciemment rechercher cet état de bien-être que nous avions dans le ventre de notre maman. C'est un peu l'idée, mais oui, on peut le vendre comme ça si on veut, mais en tout cas c'est une réalité, je pense. Comprendre que c'est un langage. C'est un langage, oui. Mais ça prend du temps. C'est petit à petit, on s'approprie la chose. C'est comme toute autre forme de pratique, de toute façon. Après, je dirais que les claquettes, l'exploration est peut-être plus grande parce qu'on a le son, on a le mouvement, on a le travail du corps, on a la gestuelle, on a la chorégraphie, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas forcément dans toutes les formes d'art dans un art réuni. C'est à la fois un sport, un instrument de musique, une danse, aussi un travail sur la mémoire. Enfin, il y a beaucoup de choses réunies sur un même art. Donc, vraiment, je préconise beaucoup cet art, même si on décide de ne pas être passionné, mais juste pour une des pratiques, on peut s'y retrouver, je pense. Ouais. Et est-ce que ça a toujours été comme ça, finalement, si on revient au tout début à l'époque de l'esclavage, est-ce que déjà à cette époque-là, c'était aussi complexe? C'était un instrument de musique avec un langage. Il y avait déjà cette notion de rythmique? Il y avait, voilà, la rythmique était évidente. Donc là, ils conversaient, ils faisaient des échanges questions-réponses. Donc ça a commencé comme ça. Après, c'est devenu, ils ont codifié un petit peu les pas, surtout avec un danseur qui s'appelle Bill Robinson, qui a été précurseur dans les claquettes. Quand on parle de Bill Robinson à tous les claquettistes, c'est la référence comme le danseur précurseur des claquettes, parce qu'il a amené vraiment un style. Lui, il a commencé à danser aussi avec des chaussures en bois. Faut le savoir qu'au départ, c'était pas des chaussures à claquettes avec du métal, mais en bois. Et donc lui, il a apporté le côté technique et le côté danser aussi des claquettes, avec notamment une danse qui s'appelle le stair dance, où il faisait des claquettes sur des comment on dit en français, des marches d'escalier, voilà. Et donc c'est une danse assez connue, et puis lui c'est un des claquettistes qui a commencé à bien développer, parce que dans les claquettes on travaille le son de la pointe et des talons, mais les esclaves ils faisaient pas forcément cette différence-là, ils travaillaient tout le pied ensemble, il n'y avait pas le distinguo, contrairement à Bill Robinson. Je fais juste cette parenthèse, qui lui a commencé à faire travailler vraiment le son de la pointe, voilà, c'était pour faire le distinguo. Et donc c'est parti du rythme. Petit à petit, le rythme a été exploré et on a amené un petit peu la danse aussi avec le travail du poids du corps. Ton rêve, c'était d'aller aux États-Unis, traverser l'océan Atlantique. Pour rencontrer qui? Et est-ce que finalement, ça s'est passé comme ça? Mais ça s'est passé mieux que comme ça, je dirais même. Moi, mon objectif, c'était d'aller prendre des cours avec Savion Glover, donc le claquettiste dont je parlais tout à l'heure, qui est dans le film Tap Dance, d'aller découvrir cette rythmicité que je maîtrisais pas du tout, une forme de claquette que j'avais pas appréhendée jusqu'à présent, à l'époque. Et aussi aller rencontrer, alors lui il était jeune, donc il a encore en vie heureusement, donc il y a encore le temps d'aller pouvoir le voir, mais il y avait aussi l'ancienne génération de claquettistes que j'avais envie de rencontrer. Savion Glover était encore en vie, mais les autres ils sont plus en vie, des anciennes générations, c'est-à-dire Buster Brown, Jimmy Slide, Lon Chaney, les Nicholas Brothers que j'ai rencontrés aussi, un des Nicholas Brothers, Fayard. Tu arrives aux États-Unis, tu arrives comment? En bateau, en avion, à la rame? Non, à la nage, non. En tonneau? J'arrive aux États-Unis en avion. Il fallait bien se dire comment je vais faire pour gagner des sous quand même, parce que c'est bien beau de vouloir partir prendre des cours. Donc je suis arrivée, j'ai été au pair pendant quelques temps, j'ai gardé des enfants. Et parallèlement, j'ai pu de suite me mettre dans le bain parce que j'avais déjà les contacts pour aller rencontrer ces danseurs. Ce qui m'a permis d'aller de suite prendre des cours. Mais comme je suis une impulsive et que ça ne correspondait pas à assez de cours, j'ai arrêté de faire ce job et j'ai trouvé un autre job de serveuse dans un resto de jazz
qui aussi proposait des jams de claquettes. Donc ça a été une aubaine pour moi de faire ça. Quand on est une jeune femme qui adore les claquettes et qui vient justement pour se perfectionner, est-ce qu'on a toujours ses chaussures dans le sac ? Ah oui, alors là, on a toujours ses chaussures. Et alors, je peux vous dire que mes amis américains, ils rigolaient toujours de moi parce que j'avais toujours mon sac à dos avec mes claquettes. Ils se rappellent de moi, à l'époque, j'avais une casquette, sac à dos et claquettes. Voilà, c'était ça ma vie à New York, quoi. Je sillonnais. Tu sortais tes chaussures de temps en temps quand tu étais au bar et... Ah oui, parce qu'il y avait des jam sessions qui étaient organisées avec le grand claquettiste tap dancer Jimmy Slide, qui lui, comment on dit, regroupé, grâce à lui, il y avait cette communauté de claquettistes, à la fois les anciens et les nouveaux, et les tout jeunes claquettistes qui venaient et qui s'essayaient à faire quelques pas avec des musiciens en live, des improvisations, ce qu'on appelle des jam sessions. Voilà. Ça doit être extraordinaire. Hein. Ah ben oui, c'était super. C'était des moments très, très... Je me sens très privilégiée d'avoir pu vivre et connaître ça et d'avoir pu y participer également. Alors là, ce sont des passages de ta vie qui ont l'impression d'être au fluo, quoi. C'est vraiment quelque chose qui t'a marqué profondément et qui t'a donné une impulsion pour la suite. Hein. Bah, ça m'a marqué parce que voilà, ces danseurs m'ont apporté énormément, ces danseurs et ces musiciens, parce que j'ai rencontré de grands musiciens aussi, m'ont apporté à la fois humainement, artistiquement, spirituellement. Je pense qu'à plein niveau, ça m'a boosté et ça me booste encore, oui. Aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, tu te dis que ça a permis de te construire en tant que chorégraphe aussi, ces jams ? Ça a permis de me construire en tant que chorégraphe, oui, sûrement. Après, j'ai pris aussi des cours de danse jazz. J'ai fait d'autres spectacles aussi à New York. Donc, je n'avais pas que ces jams-là. J'avais d'autres projets à côté. J'ai travaillé aussi avec une metteur en scène en théâtre. J'ai rencontré de nombreux musiciens avec qui j'ai fait des projets aussi. Donc, en fait, c'est plutôt tout ça c'est pas que les jams, c'est plutôt toutes ces rencontres, tous ces univers que j'ai essayé d'explorer qui m'ont construit en tant que chorégraphe et aussi ma formation de danseuse quand j'étais petite également. On peut pas le nier, ça. Au niveau des chaussures que tu avais dans ton sac à dos, c'était des chaussures en cuir, je suppose, avec un petit talon, sans talon, parce que les chaussures ont leur importance aussi, puis c'est un petit peu comme un doudou finalement pour toi quand tu étais c'était là-bas. les chaussures que j'ai toujours actuellement, c'est pas les mêmes, elles sont fatiguées, celles que j'avais à New York, mais c'est le même modèle, je veux dire. Depuis que je suis allée à New York, j'ai gardé le même modèle parce que je l'aime beaucoup. C'est un modèle fermé, homme, ça s'appelle, c'est la marque Capezio et c'est des Oxford pour la référence. Voilà, c'est des chaussures fermées hommes en cuir avec talons et forme homme. Donc pas à bride, pas modèle fille. À chaque fois, c'est un nouvel abord, en fait. Je dis, à chaque fois, même si voilà, je fais des claquettes depuis très longtemps, je l'aborde et je me dis, tiens, avec ces nouvelles chaussures, comment ça va être abordé ? Il y a une sonorité différente. Pas forcément, mais comment je vais pouvoir la faire ? Parce qu'après, elle se fait à ton pied, à ta façon d'être. Et on ne danse, je pense, en tout cas, on ne danse pas pareil quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans. Voilà, moi je m'approche de 50, donc voilà. Donc je pense que du coup, la chaussure, je dis ça parce que j'ai réessayé mes chaussures d'il y a longtemps qui sont dans mon placard et je me sens moins bien que dans celles que j'ai maintenant. Comme quoi, ça a un vrai sens, je pense que je suis en train de dire. Tu les gardes ? Ah oui, je le garde. Je ne peux pas jeter mes claquettes. Même les faire, j'arrive pas, c'est comme ça. Et il y en a, je les garde aussi parce qu'elles sont dédicacées par des danseurs, des grands claquettistes ou des grands musiciens de jazz. Donc je peux pas faire ça. Je peux pas, c'est pas possible. Ta plus belle dédicace ? Oula, alors là, je peux pas dire, j'en ai plein. Vraiment, j'en ai plein. J'ai un musicien que j'aime beaucoup, qui est décédé, mais qui m'a beaucoup aidé humainement dans ma carrière, qui s'appelle Ininois Jacquet, qui est un très très grand saxophoniste de jazz et dont j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, que j'ai côtoyé de nombreuses fois à New York. Donc il y a lui, il y a Gregory Hines aussi, le claquettiste, Savion Glover. Voilà. Après, il y en a vraiment beaucoup. Donc je peux dire la plus belle, je peux pas dire la plus belle. Je veux dire que chacune est symbolique pour quelque chose en tout cas. Et fait partie de ma vie. Donc c'est dans mon placard, là c'est existant. Bon.
Mais c'est en nostalgie. Moi, je suis très heureuse de tout ça. Je vis pas du tout. Par contre, je ne vis pas dans la nostalgie des choses. Je réalise que ça, c'est une partie de moi. C'est précieux. Et voilà, c'est là. C'est cadeau. C'est cadeau. Merci Soraya. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à Benjamin Gouachon pour la prise de son. Les balades d'Isa. Vous aimez ? Partagez, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain podcast.